Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Pierre Chaillot, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, édition L'Observatoire, livre qui paraît aujourd'hui en librairie. 0826 300 300 pour participer à l'émission. Bonjour Pierre Chaillot. Bonjour à tous, merci de me recevoir. Alors Pierre Chaillot, c'est intéressant, Olivier Véran, le ministre de la Santé que le monde nous a envié, il n'est plus ministre de la Santé. Bon, on ne va pas épiloguer là-dessus. Il disait, on peut discuter de tout sauf des chiffres. Et vous qui êtes statisticien et qui avez travaillé sur ce livre, vraiment ce livre qui paraît aujourd'hui en librairie et que je recommande aux éditeurs de Sud Radio, aux résistants, aux éditeurs de Sud Radio, ce sont les mêmes d'ailleurs, de notre antenne, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. J'ai mis officiels parce que vous avez sourcé dans toutes les agences officielles, la santé, enfin tout ce qui existe. Et alors, eh bien justement, c'est intéressant quand les chiffres parlent, parce que tout dépend de qui les fait parler et qui les choisit. Alors Pierre Chaillot, on vous avait reçu après Laurent Toubiana quand vous voulez parler des rapports mortalité, Covid, etc. Et là, vous faites un livre très complet. D'ailleurs, il fait plus de 450 pages. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous parlez absolument de tout. Et on va essayer de faire l'inventaire. On va pas parler de tout. Encore une fois, je vous renvoie au livre parce que il y a les chiffres, il y a énormément de tableaux, vous avez travaillé avec beaucoup de statisticiens, de chercheurs, etc. Et vous avez écrit quand même un état des lieux qui permet de dire qu'un certain narratif officiel et mondial sur ce Covid-19 est en train de s'effondrer. Et que vous y apportez quelques coups de pioche, je ne dis pas le dernier clou du cercueil, n'exagérons rien, mais quand même, il y a des choses qui se voient. Alors, on va essayer d'avancer là-dessus. Et par exemple, parlons de ce lien entre Covid-19 et mortalité. Puisqu'on l'a dit pendant très longtemps, et je ne rappelle pas, vous en parlez, le modélisateur Ferguson qui disait qu'on allait avoir 50 millions de morts début janvier 2020. On se disait c'est fini et on sait ce qui s'est passé, les masques, le confinement, les gestes barrières, avant même les vaccins, etc. Alors, aujourd'hui, ça fait pratiquement 3 ans, qu'on a appris l'existence de ce virus, un peu après les Chinois. Où en est-on? Qu'est-ce qu'on peut dire vraiment après les études et les enquêtes que vous avez faites, Pierre Chaillot? Alors, je précise que c'est aux éditions L'Artilleur que sort le livre, en effet, aujourd'hui. Absolument, vous avez raison de le préciser. C'est aux éditions L'Artilleur, tout à fait. Et ce que l'on peut en dire, c'est que la totalité des chiffres qui ont été présentés comme étant des statistiques prétendues Covid-19 ne valent rien, puisque ce qui compte en statistique, c'est de la manière dont on compte les choses. Et si on ne maîtrise pas correctement ce que l'on va compter, on raconte n'importe quoi. Alors, prenons des exemples précis. L'exemple précis, c'est on s'est mis à parler de Covid-19 à partir du mois de février 2020, au moment où l'OMS impose à tous les hôpitaux, par l'intermédiaire du ministère de la Santé... L'Organisation mondiale de la santé, je le rappelle, oui. L'Organisation mondiale de la santé, c'est elle qui tient et met à jour ce qu'on appelle la CIM-10, c'est-à-dire la codification internationale des maladies. D'accord. Et donc c'est elle qui décide comment est-ce que les maladies doivent être codifiées, rentrées, et donc c'est elle qui maîtrise les statistiques de maladies mondiales remontées notamment par les hôpitaux. Depuis toujours, ça, enfin depuis qu'elle existe. Oui, alors je ne sais pas depuis quand existe la CIM-10, mais ça fait un moment. Et la CIM-10 est très utile actuellement depuis la mise en place de la tarification à l'acte qui utilise la CIM-10 pour ensuite rentrer dans les GHM, etc. D'accord. Donc on fait beaucoup de statistiques et c'est du coup l'OMS qui décide. Et en février 2020, l'OMS décide qu'on va mettre en place un code d'urgence Covid-19 que tous les hôpitaux sont censés utiliser lorsqu'il y a une suspicion de Covid-19 sans qu'on sache que c'est, ni qu'il y ait de protocole spécifique, soit de test, soit de reconnaissance d'aucune sorte. Et c'est même demandé explicitement que même en cas de doute, on met Covid-19 certifié. Donc, depuis cette période, tout le monde compte du Covid-19 de façon, compte tout et n'importe quoi comme étant du Covid-19. Et c'est comme ça qu'on a vu la disparition de tout un tas de maladies
dans les statistiques, je précise bien dans les statistiques. Oui, pas dans la réalité, mais dans les statistiques. Pas dans la réalité, mais dans les statistiques. Par exemple, disparition de maladies. La grippe a complètement disparu pendant l'hiver 2020-2021. Il n'y en a plus aucune statistique de grippe. Il n'y a plus que des statistiques Covid-19, mais c'est pas que ça. Sur l'enregistrement des données hospitalières, on voit qu'il y a un effondrement des pneumopathies, des bronchiolites, de toutes les maladies respiratoires et même des cancers. Donc, si tout cela, soit le Covid-19 est une pandémie exceptionnelle qui guérit toutes les autres maladies, soit on est sur un transfert tout simple de codification où les gens, quand ils voient les médecins, quand ils voient arriver un malade, ils le codifient en Covid-19 et donc on rapporte n'importe quoi si on ne fait que l'addition de ces choses-là. Et donc ce livre propose une autre étude, ne part pas de billes en tête en prenant ces statistiques comme étant la réalité, mais part sur d'autres statistiques sur lesquelles on a plus de mal à tricher, qui sont les statistiques de mortalité, toutes causes confondues. Alors justement, parlons-en, c'est la grande question, le lien entre Covid-19 et la mortalité. Et on a beaucoup dit ça, en fait, ce que vous dites, et encore une fois, après enquête, etc., et vous n'êtes pas le seul à le dire, on a dit qu'on mourrait du Covid quand on mourrait avec le Covid, ce qui n'a rien à voir. Expliquons. Je vais même aller plus loin. On dit qu'on meurt du Covid quand on meurt en étant enregistré Covid. Je ne vais même pas rentrer sur le fait d'avoir le Covid. Ça, je ne suis pas médecin d'une part, ni microbiologiste. Et moi, je ne vois même pas de traces statistiques qui se soit passé quelque chose de cet ordre-là. Tout ce qu'on voit, ce sont des morts enregistrés comme étant Covid. Et il convient de se poser la question de ce que ça veut dire à partir du moment où, en fait, il n'y a aucune, un ensemble de symptômes extrêmement bien définis qui ont été mis en place, ou bien un résultat de tel ou tel test qui serait censé dire quelque chose. Il n'y a rien de tout cela qui nous permet d'affirmer, avec les statistiques qu'on a, combien il y aurait de personnes qui seraient mortes de cette pathologie, et même pas avec cette pathologie, puisqu'on a vraiment mis n'importe quoi à l'intérieur. Oui, mais non, parce que ce qu'on disait, alors vous allez corriger moi si je ne me trompe, c'est que quelquefois, les gens entraient pour que ce soit AVC ou cancer ou bronchiolite ou etc., ou difficultés respiratoires, on leur faisait un test, ils étaient positifs au Covid, donc on disait Covid. Exactement. C'est un peu ça. C'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. Et ce que je montre, c'est que quand on va chercher les données du ministère de la Santé et qu'on regarde s'il existe un lien entre le fait d'être malade de quelque chose et le fait d'avoir un test positif, eh bien non, il n'y a pas de rapport. Je vais jusqu'à un moment dire dans mon livre, on pourrait remplacer les tests par un jet de dés, que ça ne changerait pas grand-chose. Vous n'exagérez pas un peu, Pierre Chaillot? Eh bien, chacun est libre d'aller lire le livre pour regarder et choisir ce qu'il en pense. Et non, de mon point de vue, il y a un artefact intellectuel qui a été mis en place. Ce truc-là ne révèle absolument rien d'aucune maladie existante. Et quand on ressort avec un test positif et qu'en fait on a rigoureusement rien, on est mis dans une case qui s'appelle asymptomatique. Donc on est malade d'une espèce de non-maladie. Donc ce serait un test qui devrait décider à notre place de savoir si on est malade. C'est même extrêmement dangereux puisqu'on peut envisager du coup dans ce cas-là un peu n'importe quoi sur le fait de donner des médications à des gens sur la base de tests dont on ne connaît absolument aucunement la fiabilité. Il n'y a pas de ce qu'on appelle le gold standard sur ces tests-là pour commencer à donner des médications aux gens. Je trouve ça extrêmement grave. Alors vous parlez aussi, on va en parler après cette petite pause, on va parler du rapport entre cas positifs et maladie. Parce que rappelez-nous, on sait qu'est-ce qu'on avait tous les soirs à la télévision avec monsieur Salomon, le docteur Salomon. Et chers auditeurs, vous avez la parole sur Sud Radio. Vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à la discussion entre Pierre Chaillot et André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Et je plante, les éditions de l'Artilleur ont encore frappé aujourd'hui en librairie Pierre Chaillot, Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels. Mais rappelez-vous auditeurs de Sud Radio, comment tous les soirs, pendant des mois, nous avions le docteur Salomon qui arrivait en disant... Ça y est, c'était l'horizon funèbre, rappelez-vous, la pavane pour tous les enfants défunts. Et il y avait des chiffres et des chiffres et des chiffres. Et vous en parlez dans votre livre, Pierre Chaillot, le lien entre cas positifs et malades. Alors, on avait des milliers de cas, des centaines de milliers de cas, des 200 000 cas, pas seulement en France, dans le monde, puisque c'est une affaire mondiale, planétaire. Alors, le rapport entre cas positifs et vraiment maladie.
Eh bien, on n'a pas grand-chose. Le cas le plus frappant, ça a été, c'est révélé, en tout cas, ça saute aux yeux, au moment de la mise en place du pass sanitaire en juillet 2021, on est en plein été. Il se passe rigoureusement rien dans les hôpitaux, comme chaque été sur le côté des infections respiratoires, qui ont lieu plutôt l'hiver quand il fait froid. Et là, on met en place un pass sanitaire, ce qui fait que toutes les personnes qui ne sont pas vaccinées sont censées aller se tester tous les jours, ce qui est relativement pénible pour la plupart des gens, ce qui fait qu'il y a beaucoup de personnes qui cèdent à la vaccination à ce moment-là. Mais bon, ce fait que de forcer tout le monde à aller se faire tester, eh bien, ça fait une explosion fatalement des cas positifs, puisque quand on ne se teste pas, il n'y a pas de cas positifs. Et si on teste toute la population, il y a des cas positifs. Alors même s'il y a moins de 5% des tests à ce moment-là qui sont positifs, ce qui est dans l'intervalle de confiance habituel pour dire qu'il ne se passe rigoureusement rien, eh bien, ça fait une explosion des cas positifs. Et donc on appelle ça une vague, qui est une vague de personnes testées qui ne sont absolument pas malades et où il ne se passe rigoureusement rien dans la population en termes de maladies ou en termes d'hôpitaux. Mais voilà, on appelle ça quand même une vague, ce qui permet de faire des jolis articles. Ah oui, c'est là on a fait vague, deuxième vague, troisième vague, etc. Ce qui permet de compter une vague de rhume en plein été, ce qui n'a rigoureusement aucun sens et ce qui montre la supercherie qui se cache derrière, où on compte des cas de façon à faire peur aux gens. Alors justement, on parle aussi, vous savez, on a dit il faut y aller, il faut non seulement se soigner, se faire vacciner, etc. Nous allons y arriver, mais on dit attention, encombrement des hôpitaux, c'est terrible. Il va y avoir un encombrement des hôpitaux terrible et l'hôpital public, on ne peut pas supporter ça. Donc soyez civiques, soyez citoyens, faites les gestes barrières. Et vous dites c'était pas le problème. Non, en tout cas, je n'ai absolument aucune trace statistique, je le montre dans le livre, que les maladies hivernales habituelles ou même que celles-ci soient basées sur un principe de propagation. Je vois beaucoup de traces et de liens, je montre une corrélation parfaite avec la température qui fait dehors notamment, ou bien avec des mesures délétères prises à certains moments. Donc c'est ça que je montre dans le livre, et donc non, il faut s'occuper des gens, les soigner comme d'habitude, avoir un système de santé qui soit efficace, qui continue de fonctionner normalement, et donc éviter de dire aux médecins de ne pas soigner les gens par exemple, ou de sortir tout le monde des hôpitaux. Voilà, le régime courant fonctionne, et donc il convient de ne pas mettre le bazar là où ça n'a pas lieu d'être. Mais Pierre Chaillot, quand même, il y a eu, vous pouvez pas nier, il y a eu des morts du Covid, enfin il y a eu des gens qui sont morts du Covid, faut pas dire ça n'existait pas, ça n'a jamais existé, etc. Ça n'est pas mon propos, et moi je suis statisticien, donc je peux pas vous dire de quoi les gens sont morts, moi je peux commenter que des chiffres. Ce que je peux vous dire, c'est que je ne vois pas... Alors, il y a des gens qui sont malades, ça c'est le cas tous les ans, à différents moments. Il y a même des malades de maladies respiratoires enregistrés au sein de la sécurité sociale. Il y en a 3,5 millions en permanence. Donc ça fait un sacré réservoir. De maladies respiratoires, oui. Voilà, déjà, un ensemble de personnes qui, quand il se passe quelque chose de désagréable, peuvent aller à l'hôpital. Il y a un sacré réservoir de personnes comme ça. Donc tout ça, ça fait que oui, il y a des malades en permanence, il y a des morts en permanence. Ce qui est le jeu de la codification, de savoir de quoi sont morts les gens, c'est un jeu extrêmement complexe et dont on sait que les statistiques sont extrêmement mauvaises. Et c'est un jeu qui dépend de ce que croient également les personnes qui sont en train de codifier. Donc quand on leur dit l'hiver, c'est le moment de la grippe, et donc tout le monde a la grippe, et qui voit une personne âgée en difficulté qui décède, il y a plus de chances qu'il inscrive grippe. Si la personne est persuadée que on est dans une situation, une autre épidémie qui s'appelle Covid-19 et qu'il y a une personne qui décède, elle va inscrire Covid-19. Donc moi, la seule chose... C'est la codification dont vous parlez, oui. Moi, je peux constater uniquement ce qui se passe au final, et je ne peux pas dire que quelque chose existe ou n'existe pas dans la réalité, ça c'est un autre travail. Et donc moi, je ne vois pas de traces, en tout cas, d'un événement sanitaire qui serait arrivé seul et qui aurait engendré une quelconque hécatombe ou un encombrement hospitalier. Ça n'est pas arrivé. Oui, il n'y a pas eu d'hécatombe de ce point de vue-là. Enfin, ça, vous pouvez le dire statistiquement. Et alors justement, on parle de chiffres, mais on parle aussi, et vous en parlez longuement dans votre livre, vous dites d'ailleurs dans votre introduction, vous dites « Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant, dans le domaine de la santé, dans ce domaine-là, autant de, il faut le dire, de fake news, autant de conflits d'intérêts, vous en parlez aussi, autant de personnes, et on parle du journal Le Lancet, la fameuse enquête du Lancet, sur l'hydroxychloroquine, mais beaucoup d'autres choses, en fait, et autant de choses qui n'ont strictement, vous dites, aucun fondement. Oui, dans mon cursus scolaire et universitaire, j'ai jamais été préparé au fait de me dire que les études scientifiques relues par les pairs et diffusées par des grandes revues étaient en grande majorité du grand n'importe quoi. Et donc je me suis jamais méfié de ce qu'on pouvait lire jusqu'ici, jusqu'à en effet cette affaire du Lancet, où je me penche sur les statistiques et je découvre qu'en effet, il y a vraiment des incohérences qui sont massives à l'intérieur. Bon, après, pour découvrir que tout était faisandé, même les données. Mais ma plus grosse surprise, c'était de découvrir
découvrir que c'est un secret de Polichinelle et qu'il y a des tonnes de gens qui ont écrit dessus, Ioannidis, mais plein d'autres avant, disant que voilà, la majorité de ce qui sort dans les grandes revues scientifiques, soi-disant revues par les fers, en fait, ne vaut pas un clou, et qu'on est incapable de juger de ce qui est une avancée scientifique ou ce qui est juste d'un encart publicitaire qui est payé par les labos. Mais c'est énorme, ça. Oui, c'est franchement énorme, parce qu'on se dit, les revues scientifiques, au moins, on sait très bien que ce qui existe, l'enfumage, etc., de raconter n'importe quoi, ça existe un peu partout. D'ailleurs, pas seulement dans les réseaux sociaux, même dans les médias mainstream, on le sait. Mais alors que dans les revues scientifiques, on avait tous, vous l'aviez, mais moi aussi, on se dit, bon, là, au moins, c'est la science, c'est vérifié, c'est sourcé, etc. Oui, et du coup, j'ai pris quelques exemples d'études scientifiques qui prétendent montrer voilà, la diffusion de l'épidémie dans certains pays avec données, où j'ai montré que les calculs qui sont proposés et les conclusions sont des raisonnements qui sont complètement faux et tautologiques, et pourtant c'est toujours publié sur des grandes revues. Donc on a quand même un vrai problème avec ces grandes revues qui sont, donc on prend comme étant une espèce de vérité qui sort, dont on sait qu'elles servent des intérêts parce qu'il y a des gens qui payent derrière, et puis en plus quand on fait l'effort de regarder ce qui se passe d'un point de vue méthodologique à l'intérieur, on se rend compte que voilà, c'est juste du n'importe quoi. Donc ça, c'était vraiment une énorme découverte. C'est vraiment la majorité. Enfin, vous avez cité Ioannidis, grand épidémiologiste. Pensez que c'est une majorité de publications qui seraient sujettes à caution. La seule chose que je peux dire aux gens, c'est de vérifier si vous en avez les moyens, si vous avez des compétences en statistique, vous lisez l'étude en entier, et surtout, vous ne regardez pas que le titre, vous lisez l'étude en entier, vous posez des questions sur la méthode, sur la qualité des données qui sont prises, avant de tirer une quelconque conclusion. Et personnellement, j'ai été extrêmement surpris de la médiocrité de ce que je trouvais. Oui, mais ce qui n'est pas piqué des hannetons. Alors c'est quoi? C'est conflit d'intérêts, c'est simulacre de science, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on nous a présenté quand même comme des vérités, je ne dirais pas révélées, mais des vérités qu'il fallait particulièrement suivre religieusement, qui étaient en fait fondées, je dirais presque sur du vent. Oui, ou sur une interprétation statistique complètement pourrie, parce que notamment toutes les statistiques Covid-19, comme je viens d'expliquer. Mais il y a aussi un phénomène que les chercheurs savent bien, c'est que quand ils rentrent pas dans le moule, ils n'ont pas de financement. Donc il s'agit d'éviter de bousiller sa carrière en publiant quelque chose qui ne sera pas publié ou qui sera mis de côté. Comme voilà, on a essayé d'écrire avec Laurent Toubiana et Laurent Lucchielli pour découvrir qu'on pouvait être. D'ailleurs, j'ai vu aussi une étude de Alexandre Yanko et de Steve Oana se faire censurer dès les hébergeurs sur la base non pas de la qualité scientifique, parce qu'on est tout à fait capable d'entendre des remarques qui auraient été pertinentes et sur lesquelles on aurait pu retravailler, mais sur la base de dire voilà, vos conclusions ne nous plaisent pas, nous refusons d'héberger, ne serait-ce qu'héberger vos propos, et nous vous mettons au banc de la société. Donc voilà, pour les chercheurs qui cherchent du financement, qui ont envie de faire carrière et qui ont envie de publier des choses et d'avancer, fatalement il faut se taire et répéter la même chose que tout le monde. Et on remarque que quand on répète la même chose que tout le monde, même avec des médiocres, on est capable de passer dans des grandes revues soi-disant relues par les pairs. Oui, et des revues pignon sur rue, comme on dit, pignon scientifique sur rue. Alors, quelque chose que vous avez étudié et Laurent Toubiana aussi, il a été très contesté là-dessus, c'est quand il a demandé le statut vaccinal des personnes décédées. Alors, il y a aussi quelque chose dont on parle à la télévision du matin au soir, le chiffre des morts et autre chose, et des choses alors qu'on dissimule ou qu'on n'a pas. Alors, est-ce qu'on les a pas ou on les dissimule? C'est de se dire, écoutez, vous avez le chiffre et le taux des personnes décédées, on voudrait savoir s'ils ont été vaccinés, comment, combien de doses, etc. Et ça, on ne l'a pas. On ne peut pas l'avoir. On pourrait l'avoir, c'est juste qu'on ne veut pas l'avoir, c'est assez différent. Le ministère de la Santé, dans ses bases de données, a tout ce qu'il faut pour faire ce calcul depuis le début. Nous sommes plusieurs à marteler depuis le début qu'il faut qu'ils fassent ces analyses. On remarque qu'ils ne le font pas. Laurent Toubiana a tenté de déposer une pétition sur le site du Sénat et s'est fait censurer sans motif, pour rappeler qu'il fallait faire ces calculs-là. Puis ensuite, il y a une demande auprès de la ministre de la Santé qui n'a pas répondu, puis une demande auprès de la CADA, de la Commission d'accès aux documents administratifs, qui nous a répondu que ces données-là de décès selon statut vaccinal n'existaient pas. Alors c'est extrêmement grave quand même, puisque c'est quand même la première chose à regarder. Vous mettez en place une coercition, vous imposez à toute la population de recevoir quelque chose. La moindre des choses, c'est de regarder si, statistiquement, on ne verrait pas un impact sur la mortalité des personnes qui reçoivent le produit. Déjà, est-ce que vraiment les personnes qui reçoivent le produit meurent moins que les autres? C'est quand même le but.
Et est-ce qu'il n'y aurait pas un lien statistique entre le moment où elles reçoivent leur dose et le moment où elles décèdent? C'est deux choses qui sont extrêmement importantes à regarder. Et donc là, c'est assez grave qu'on nous dise non, on ne sait pas faire, alors qu'ils font d'autres choses bien plus compliquées en mixant des bases de données. Donc ça, c'est pas crédible. Et puis surtout qu'il n'y a jamais personne qui s'est posé la question de savoir si j'allais regarder. Donc soit ils ne se sont jamais posé des questions, ils n'ont jamais regardé, et dans ces cas-là, on se demande ce qu'ils font. Soit ils ont regardé, et puis du coup, ils décident de ne pas diffuser, on ne sait pas ce qui est le plus grave des deux. Alors, pour être tout à fait clair et pour que nos auditeurs entendent bien cela, en fait, ce que vous demandez, vous, mais un certain nombre d'autres chercheurs et statisticiens, vous dites, voilà, on sait le nombre de morts, tout le monde sait, enfin, et on devrait savoir, ce qui est effectivement, si ces morts étaient vaccinés du Covid-19 ou pas. C'est ça. Tout simplement ça, ce sont bien des données statistiques, on n'a pas forcément besoin d'accéder aux données nominatives. Oui. Voilà, ils les ont, on réclame une étude et on réclame aussi d'avoir des données de façon à pouvoir refaire les études et à regarder nous-mêmes pour essayer d'évaluer s'il n'y aurait pas des biais à l'intérieur. Donc c'est vraiment, on demande juste la transparence sur une question de santé publique et qui nous paraît primordiale. Nous allons continuer à en parler avec Pierre Chaillot tout de suite après cette petite pause. Oui, vous nous appelez au 0826 300 300 pour réagir à ce que dit Pierre Chaillot, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, édition L'Artillère. À tout de suite sur Sud Radio. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Mortalité, tests, vaccins, hôpitaux, la vérité émerge. Un certain narratif quand même en prend vraiment pour son grade. Pierre Chaillot, Covid-19, paru aujourd'hui aux éditions L'Artilleur. Vous dites quelque chose, je voudrais reprendre là-dessus. Dans vos remerciements, vous parlez de Laurent Toubiana, l'épidémiologiste, et vous dites, Laurent, donc Toubiana, ayant consacré, épidémiologiste de renom, ayant consacré sa vie à cette spécialité, s'époumonne depuis le début de cette crise, entre guillemets, a tenté de faire comprendre aux journalistes qu'il n'y a pas de crise épidémique majeure, que c'est une redite de celle de l'arnaque H1N1, mettant en scène les mêmes prêcheurs de l'apocalypse, que nous vivons une crise sociologique se traduisant par une volonté de contrôle total des masses, complètement démesurée, et promue par des individus, agences, instituts, ayant des fortes accointances avec la politique et Big Pharma. Vous ne seriez pas un peu complotiste, Pierre Chaillot? Si être complotiste, c'est juste remarquer qu'il y a des intérêts privés qui jouent là-dedans et qui ont été lourdement bénéficiaires. Bon, je veux bien admettre ce qualificatif. Ne vous gênez pas. Oui, il est quand même assez intéressant de remarquer que cette période a fait beaucoup souffrir des gens de peu et que des gens déjà extrêmement riches en ont profité avec beaucoup de largesse. On a même creusé énormément la dette de l'État de façon à enrichir ces mêmes personnes. Et aujourd'hui, on demande aux personnes de basse extraction de bien vouloir la rembourser. Donc voilà, tout a été fait comme un transfert monétaire au sein de ces personnes, au sein de cette période, qui aujourd'hui n'est pas très sain et on est en train de commencer à en payer les pots cassés, ce qui était prévisible dès le début. Et ces discours, etc., que vous dites effectivement conflit d'intérêts, vous parlez peut-être on va pas les nommer, on fait pas de procès, mais vous parlez d'un certain nombre de médecins de plateau qu'on entendait du matin au soir sur les ondes. Oui, qui parlaient de leur service qui était saturé, sur lequel on ne pouvait plus, mais eux, ils étaient à la télé, déjà c'était très intéressant. Et puis, en effet, qui venaient adouber des discours gouvernementaux et reparler de certains chiffres en parlant de la saturation des hôpitaux, tout ça, sachant qu'on a vu après des rapports sortir montrant que tout ce qui avait été présenté à l'époque ne tenait absolument pas la route. C'est notamment le cas du rapport de l'ATIH sur la saturation hospitalière qui n'a pas eu lieu. TIH, pardon. L'ATIH, c'est l'agence l'agence technique de l'information hospitalière qui a sorti un rapport en 2021 qui montrait l'impact de la Covid-19 sur l'utilisation des hôpitaux, sur la surutilisation des hôpitaux, et c'est là qu'on a découvert que les cas Covid-19, et je remets des guillemets parce que comme j'ai dit que ça rimait pas à grand chose, avaient représenté 2% de l'activité, ce qui est parfaitement ridicule, et que même dans les périodes de rush, les hôpitaux sont restés à moitié vides. Voilà. Et donc, mais en revanche, on avait quand même des médecins sur les plateaux de télé qui venaient se plaindre que leur service était saturé. Alors, c'est la puissance des médias de parler de cas particuliers et d'en faire une généralité. Il faut rappeler qu'au début de cette histoire, il y a eu le plan Orsan-REP qui a été mis en place, qui est le plan en cas de pandémie, et qu'il a été décidé au tout début que sur nos 1500
surnommés 500 instituts hospitaliers en France, Oui. établissements hospitaliers, pardon, il y en a que 38 qui allaient être habilités à recevoir des patients Covid-19 de première ligne. Donc si vous concentrez tous les patients qui souffrent de diverses difficultés respiratoires quelconques avec une maladie en plus mal définie, comme je l'ai dit, et que vous mettez tout dans 38 hôpitaux, fatalement vous risquez de saturer 38 hôpitaux sur 1500. Mais ce qui ne présage pas de ce qui se passe ailleurs. Et donc si vous invitez des médecins de plateau de ces 38 hôpitaux se plaindre, évidemment vous faites croire aux gens qu'il se passe un phénomène d'ampleur, alors qu'il se passe peut-être des phénomènes particuliers de saturation, mais comme il y en a absolument tout le temps, les hôpitaux sont en flux tendu en permanence. Au début 2020, il y a quand même tout un paquet d'urgentistes qui sont en grève pour réclamer des moyens parce qu'ils sont en permanence saturés. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai que la manifestation des urgentistes était déjà là avant Covid-19. Enfin, oui, bien sûr. Et la première saturation hospitalière qui a eu de grande ampleur, c'était 2015, avec Marisol Touraine qui a dû faire le tour des hôpitaux avec des gens qui mouraient dans les couloirs de la grippe, appelée grippe à l'époque. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On continue de faire baisser le nombre de lits. Il y a de moins en moins de places dans les hôpitaux, mais ça coûte de plus en plus cher parce que l'argent va aux bons endroits. Voilà, donc il n'y a pas de surprise à avoir. Et en effet, il y a vraiment un discours qui a été construit de façon à soutenir une histoire à conter en invitant des bonnes personnes qui allaient, des médecins de plateau qui allaient, on va dire, valider un certain narratif et qui étaient très contents de le faire. Et alors, justement, ces personnes-là, bon, on va parler de conflit d'intérêts et on ne doit pas s'apesantir là-dessus, mais ce que vous dites, enfin, dans votre livre, quand on regarde l'inventaire qui est énorme et nombreux, en fait, parce que c'est planétaire, faut pas oublier, hein, c'était pas, on le sait, c'était pas qu'en France, c'était partout. Et en fait, il y a eu quand même cette chose, et je voudrais savoir ce que vous en pensez. Vous n'êtes pas médecin, vous êtes statisticien, mais je parle aux citoyens. Quand on a dit aux gens, écoutez, c'est extrêmement simple, la seule chose à faire, vous n'allez pas voir vos médecins, vous restez chez vous, prenez du Doliprane, du paracétamol, et si ça ne va pas au bout de tant de temps, eh bien vous appelez le 15 et vous allez à l'hôpital. C'était un peu ça, quoi, le discours dominant qui était. Et il y a eu effectivement, est-ce que c'était quelque part un management par la peur ? Oui, c'est bien évidemment un management par la peur. Et puis, tout se passe comme si il y avait des gens qui avaient lu le rapport de l'escroquerie H1N1, le rapport du Sénat qui est très bien fait, qui explique pourquoi H1N1 n'a pas pris. Et la première des raisons, c'est parce que globalement, quand on a dit aux médecins, voilà, une grande pandémie arrive qui va décimer l'humanité. Oui, H1N1, c'était il y a 10 ans, 2010, ouais, c'était 2011. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bien, les médecins, ils se sont dit, on va recevoir les patients, puis on va leur donner leurs médicaments habituels, quels qu'ils soient, et puis c'est comme ça qu'on les traite, et puis ça marche. C'est ce qu'ils ont fait, ce qui fait qu'au final, il n'y a aucun mort de compter. Et ils ont réussi à en compter 300 en mettant des gens dans des cases, mais bon, c'est dire que finalement c'est zéro sur 600 000 morts français. Et puis on ne sait pas ce que c'est. Bref. Mais du coup, là, évidemment, la première chose qu'ils ont faite, c'est d'interdire aux médecins de faire comme d'habitude, c'est-à-dire, ils ont des patients qui sont malades, qu'ils connaissent, ils savent les traiter habituellement, mais là, on nous dit surtout, vous ne les approchez pas, vous avez interdiction de les voir, ils restent à la maison. Interdiction à tous les médecins généralistes de soigner leurs patients. La condition, c'était dire aux gens, restez chez vous, cela ne se soigne pas. Et puis il y avait une phrase d'Olivier Rand, je crois, à la télé, qui a dit que voilà, il était très risqué d'aller chez le médecin parce que c'est là qu'on risquait de tomber malade. Donc il y a des injonctions qui ont été extrêmement fortes envers la population de dire confinez-vous surtout. Et bien, il y a même des placards, des images qui étaient placardées partout, même sur Internet, où on voyait en cas de symptômes, qu'est-ce que je fais ? Je m'isole, je reste chez moi, je prends du Doliprane et puis quand j'arrive plus à respirer, j'appelle le 15. Donc c'est bien des consignes qui ont été passées. Et donc ça, en effet, le fait d'interdire aux médecins, enfin de dire aux gens ne consultez pas de médecin et de dire aux médecins de toute façon ça soigne pas, il n'y a pas de médicaments, ne faites pas comme d'habitude, évidemment. Derrière, qu'est-ce qu'on fait ? On obtient des gens dont l'état peut se dégrader, qui n'ont pas été suivis, qui se retrouvent ensuite aller à l'hôpital et saturer les urgences. Dans la saturation des urgences habituelle, les médecins se plaignent énormément, les médecins urgentistes, dans les périodes où les médias font peur aux gens sur la grippe, etc., de voir débarquer des mamans avec leur bébé au moindre symptôme, mortes de peur. Voilà, donc les gens ils se réfugient où ? Aux urgences, et donc en créant une panique, on sature les urgences. Donc même à partir de rien, on est capable de saturer les urgences en faisant passer un message auprès de la population. Et donc c'est bien ce qui s'est passé à ce moment-là, voilà, une défiance envers les médecins habituels. On a dit ils savent pas faire de toute façon, laissez tomber. Et puis filer aux urgences dès que ça va pas et que vous avez très peur. Oui, et on a vu le résultat. Et juste aujourd'hui, juste une chose, aujourd'hui à l'heure où nous parlons, Pierre Chaillot, ça s'est quand même apaisé, même si on dit qu'il va y avoir encore d'autres vagues, etc. Il y a eu Omicron et puis le reste, mais enfin,
on sent quand même que le ressort n'est plus le même. Enfin, oui, les gens, je pense que les gens ont remarqué qu'en sortant dans la rue, il n'y avait pas des cadavres qui jonchaient les rues, depuis le début. Un certain nombre de personnes aussi se sont fait tester, ont reçu un test positif, on le dit c'est Covid-19, voilà, presque faites votre testament, tout ça, et puis une fois soit ils avaient rien du tout, soit ils avaient le nez qui coule. Il y a certaines personnes qui, avec un test, ont été malades en plus, mais ils ont quand même vu que c'était une extrême minorité, et donc au bout d'un moment, les gens juste n'ont plus peur. Et ils n'ont plus peur, ils sortent de la sidération initiale et de l'inconnu, maintenant qu'ils connaissent ce que c'est, et puis ils commencent à se renseigner, à se dire, puisqu'on s'est fichu de moi sur les aspects hécatombes, tout ça, ils ont tendance aussi à dire, j'ai l'impression qu'on se fiche de moi sur la vaccination, puisque quand même, j'ai plein de tests positifs depuis que je me suis fait vacciner, qu'est-ce que c'est que cette histoire, et puis j'ai toujours le nez qui coule. Donc voilà, au bout d'un moment, les gens se disent, là-dessus, on s'est fichu de moi. Et puis j'attrape le Covid même après 3-4 doses. Oui, c'est ça, toujours. Et puis quand ils finissent à l'hôpital, sous respirateur, ils disent, heureusement que je t'ai vacciné. Sinon je serais mort. Enfin bref, mais quand même, ils se disent, le bon sens réussit à prendre parfois le dessus, et les gens se disent, puisqu'on s'est fichu de moi là-dessus, est-ce qu'on ne s'est pas fichu de moi sur le reste? Donc voilà. Vraie question, et je crois que nos auditeurs, Lucien, sont là et osent aussi leurs questions. Vous avez la parole au 0826 300 300 pour interpeller Pierre Chaillot, auteur de Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, édition L'Artilleur. Et on accueille tout de suite Loïc de Lourdes. Bonjour Loïc. Bonjour Loïc. Oui, bonjour André, bonjour Pierre, bonjour aux auditeurs. C'est très intéressant tout ce que vous dites là aujourd'hui. Et j'aimerais justement rebondir sur ce que vous avez dit à la fin de vos propos là. C'est justement ça en fait le problème, le nœud du problème, c'est que ils nous ont fait croire que c'était pour notre santé, qu'il fallait se protéger, ils nous ont fait peur dans tous les sens, mais rappelons ce que c'est que le Covid, c'est un virus respiratoire. Et comme vous dites, ils ont dit aux docteurs, aux gens de ne pas se soigner. Mais c'est comme toute chose, si on ne le soigne pas, si on se coupe le doigt, qu'on ne soigne pas, ça va s'infecter. Un virus respiratoire, si on ne le soigne pas, ça attaque les poumons. Et là, ça devient grave. Et c'est à ce moment-là que les gens étaient hospitalisés, qu'ils ont fait gonfler les chiffres. Mais ils ont fait gonfler les chiffres aussi d'une autre façon. Rappelez-vous, ça, il ne faut pas oublier, le Rivotril. Ils sont servis du Rivotril dans tous les EHPAD, soi-disant pour les soigner, sauf que dans la notice du Rivotril, il y a marqué ne pas utilisé en cas d'insuffisance respiratoire. Donc en fait, ils ont cherché à faire gonfler les chiffres en tuant les gens. C'est le mot qu'il faut dire parce que c'est ce qu'ils ont fait pour permettre à cette pseudo-pandémie d'exister, alors que derrière, on ne parle jamais de santé, on ne parle jamais de comment renforcer nos défenses immunitaires, on parle que de vaccins. Alors que si vraiment ils s'intéressaient à notre santé, eh ben, ils ne mettraient pas des produits dans l'eau, ils feraient d'autres choses qu'en fait. Donc c'était quand même, tout était prévu et tout. Il faut arrêter de les excuser. C'était fait exprès, quoi. Alors, je fais exprès ou pas, ça, je ne sais pas. C'est votre opinion, Loïc. Qu'en pense Pierre Chaillot? Deux aspects. Le premier, sur le fait que, de toute façon, le pouvoir a quand même besoin que la population ait peur de façon à pouvoir la gouverner. C'est vrai depuis des siècles, voire des millénaires. Voilà. C'est vieux comme le monde. Voilà, pareil. Sur la retraite, on dit aux gens que la retraite va s'effondrer si le gouvernement n'est pas là pour la sauver. Comment on en vend un petit peu. Ça a été la même chose pour cette histoire de Covid-19. Évidemment qu'il fallait avoir quelque chose qui fasse très peur de façon à mettre en place des mesures et que le gouvernement soit là pour nous sauver. Donc ça, de toute façon, cet aspect-là est vieux comme le monde. Sur l'aspect Rivotril, je vais peut-être corriger certaines choses qui ont été dites. Il ne s'agissait pas, à aucun moment, le Rivotril n'était utilisé pour soigner des gens. C'est un médicament palliatif qui est là pour accompagner la fin de vie. En l'occurrence, à la base, c'est plutôt un médicament anti-épileptique qui est donné aux personnes épileptiques de façon à les endormir, on va dire, quasiment toute la journée, de façon à ce qu'elles ne fassent plus de crise d'épilepsie, et là, comme il y avait une pénurie d'un autre médicament qui s'appelle le midazolam, qui sert aux soins palliatifs, il y a une pénurie mondiale. Pourquoi ? Il est fort possible que des cabinets de conseil aient conseillé à un certain nombre d'États dans le monde, tout le monde a la même stratégie, c'est-à-dire les personnes âgées qui ont le Covid, c'est une maladie mortelle et incurable, il faut mieux leur donner du palliatif, c'est la seule chose qu'on peut faire pour elles, ce qui fait qu'on a une pénurie mondiale de ce médicament-là, et en France, il y a un décret exceptionnel qui est voté pour dire, puisqu'on n'a plus de midazolam, vous pouvez utiliser du Rivotril à la place. Où c'est écrit dessus, dans la notice Vidal, attention, surtout ne pas donner aux personnes en situation d'infection respiratoire. Donc voilà, il ne s'agissait pas de soigner les gens, il s'agissait de les accompagner vers le décès, ce qui s'appelle le palliatif. Lucien. On va tourner une rapide page de pub et après la pub, on recevra Jean-Luc de Bordeaux et vous continuez à avoir la parole sur Sud Radio, chers auditeurs, au 0826 300 300. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états.
13h46 sur Sud Radio. Vous avez la parole, chers auditeurs, au 0826 300. Vous continuez d'interpeller Pierre Chaillot et son livre Covid-19, ce que révèlent les chiffres officiels, édition L'Artilleur. Et on accueille tout de suite Jean-Luc de Bordeaux. Bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour Jean-Luc. Oui, bonjour. On vous écoute. On vous entend. Tout d'abord, merci pour la liberté d'expression et votre émission, Monsieur Berkoff. Et bonjour à votre invité. Je voulais juste amener une pierre à l'édifice des statistiques. À un moment, je me suis intéressé au spot publicitaire qui disait que 8 cas sur 10 des patients admis en admission aux urgences ou soins intensifs étaient des non-vaccinés. Et puis ce spot a disparu. Et alors, ce que j'ai fait, c'est que, alors je suis ingénieur de base, on va dire, donc on va dire apte à analyser certaines choses, et j'ai regardé les sources Covid Tracker, et j'ai fait ça, un enregistrement à la semaine pendant un mois. J'ai fait des hard copies d'écran pour prouver que je ne falsifiais pas les données. Oui. Et figurez-vous que j'ai regardé sur le Covid Tracker par soit département, soit région, était notifié le nombre d'admissions en fonction du statut, vacciné, non vacciné, partiellement vacciné. Oui. Et figurez-vous que je suis arrivé à des aberrations de semaine en semaine. Les chiffres montraient la falsification des données qui étaient issues de la DREES de mémoire. Et donc c'était en 2020. C'était juste pour dire que votre invité a fait, je pense, un immense travail de statistiques. Et à l'époque, j'ai été curieux. Intéressant. Et vous avez vu vous-même la supercherie, enfin, en tout cas, le trafic. J'ai vu la supercherie et je l'ai publié. Alors, je l'ai envoyé à Idriss Aberkan, que vous connaissez bien évidemment, qui m'a conseillé de l'envoyer à François. Bon, bref, je l'ai publié sur un autre média. Et la conséquence a été la suivante, c'est que la semaine d'après, le site Covid Tracker a été mis en stand-by pendant 3 jours. Parce que les statistiques, il y avait des problèmes apparemment d'entrée de données. Tout ça pour dire que attention au message, effectivement. Et votre invité a entièrement raison. Je vais acheter son livre. Et c'était juste un petit témoignage qui me fait chaud au cœur parce que je me doutais de certaines choses. Voilà. Pierre Chaillot. Oui, tout à fait. Il y a eu plein d'incohérences qui ont été montrées. Et puis, il ne faut pas oublier tous les biais de comptage. Je vais en parler d'un de façon à ce que les gens se rendent compte. Oui. Quand vous avez des gens qui rentrent à l'hôpital, qui vont être catalogués Covid-19, il se trouve qu'en France, quand on est sur une période de passe sanitaire, eh bien, vous avez des gens qui sont vaccinés, qui n'ont jamais besoin de se tester du coup, qui sont peut-être testés une fois en arrivant à l'hôpital. Et puis, vous avez des gens non vaccinés qui se testent plus souvent. Comme je l'ai dit, pour avoir des tests positifs dans la population, il suffit de tester les gens un grand nombre de fois. Et donc, si les non-vaccinés, vous les avez testés plein de fois, vous avez beaucoup plus de chances de leur filer qu'ils aient un test positif. Ouais. Ce qui fait un biais qui est colossal quand on arrive à l'hôpital, c'est que les non-vaccinés ont beaucoup plus de chances que les autres d'être mis dans la case Covid pour la même pathologie. Parce qu'ils ont eu des tests positifs. Parce qu'ils ont eu plus de tests et donc plus de chances d'avoir un test positif. Ce biais n'a jamais été pris en considération d'aucune sorte par le ministère de la Santé et c'est extrêmement grave. Mais alors, c'est rigolo parce que il a parlé de Vaccine Tracker, il y a aussi Vax Impact, toujours de Guillaume Rosier, que je remercie chaudement puisqu'il nous permet de démontrer, c'est une chapitre du livre, la supercherie qui est derrière les tests, peut-être malgré lui, mais du coup qui publie en effet les taux de positivité dans la population selon le statut vaccinal. Et donc on voit au test. Voilà, c'est ça. Et donc on voit que tant qu'il y a le pass sanitaire, eh bien ce sont les non vaccinés qui sont plus souvent positifs. Pourquoi ? Parce qu'ils sont plus souvent testés. Et puis dès qu'on enlève le pass sanitaire, il n'y a plus que les ayatollahs du test, les plus trouillards de la population si on veut, qui vont se faire tester tout le temps et ça devient tout d'un coup les vaccinés qui sont beaucoup plus positifs que les autres. Ouais. Et donc voilà, à partir de là, Guillaume Rosier nous prouve la supercherie de toute la mise en place de ça, qui était le pass sanitaire, qui forçait les non vaccinés à se tester de façon à les considérer positifs. Ça rappelle qu'on peut faire dire aux chiffres ce qu'on veut, tout dépend du biais que l'on adopte au départ. Merci beaucoup Jean-Luc. Et on accueille Mehdi d'Épinay-sur-Orge. Bonjour Mehdi. Bonjour Mehdi. Bonjour, enchanté. On vous écoute Mehdi. Oui, je voulais poser une question à Monsieur Pierre. Oui. Au niveau des tests PCR, j'avais entendu parler qu'il y avait alors je me rappelle plus le nom, il y a une paroi qui protège des infections par rapport au cerveau, et qu'avec le test PCR, il perçait cette paroi-là.
Ça, il faut demander à un médecin. Ça, moi, Ouais. c'est pas de la statistique. Je peux pas vous répondre là-dessus sur ce sujet. Ça, il faut voir avec un médecin, un ORL, Mehdi, plutôt. D'accord, ok. Merci, Et Mehdi. pareil Oui, que- oui. Et juste une autre question, que le monsieur qui a inventé les tests PCR est mort en 2019. Oui, bizarrement. exact. Thierry Mélis. Hein, c'est Donc, ça, c'est bien Mehdi, oui. Et qui avait émis, d'ailleurs, qui avait dit, alors corrigez-moi aussi, je monte, qui avait dit, le test PCR ne sert pas à ce pourquoi on l'a utilisé. Le test Exactement. PCR n'est pas un outil de diagnostic. Ce que je Exactement. dis C'est pour ça moi que également. Je vois encore des gens au jour d'aujourd'hui qui vont se faire tester, mais je me dis. Oui. En fait, c'est Je pas un vois. diagnostic. Voilà, on peut se faire tester, mais c'est pas de diagnostic. Merci, Mehdi. Merci De rien, beaucoup, merci bien. Mehdi. Merci à vous. Et on a le plaisir de recevoir Jean-Marc de Narbonne. Bonjour Jean-Marc. Oui, bonjour Jean-Marc. Bonjour, bonne année. À vous aussi, à vous aussi. Merci beaucoup. Bonne année à Monsieur Chaillot. Je commencerai juste par une petite citation de notre ami Winston Churchill quand il disait je ne crois jamais à une statistique à moins de l'avoir falsifiée moi-même. Ah ouais. C'est assez bienvenu, là, ouais. Bon, Alors, quant dites-moi. Ouais. aux soins, bien sûr qu'il faut soigner les gens, donc ça c'est le plus grand scandale, je pense, de ce dernier siècle, c'est de ne pas avoir soigné les gens. L'IHU de Marseille, quand les gens sont venus se faire soigner chez le professeur Raoult, je dis bien les gens qui ont accepté le protocole, parce qu'il y a des gens bien sûr qui n'acceptaient pas le protocole, Bien sûr. j'ai les chiffres officiels, en moins de 60 ans, ils ont eu 0 mort. Je dis bien 0 mort. Et en plus de 60 ans, c'était la moitié avec le traitement, la moitié à peu près des morts qu'on a eu sans les traitements. Mais je dis bien, en dessous de 60 ans, c'était 0 mort. Ouais. L'histoire n'est pas finie parce que ce matin, je suis allé à mon centre médical pour chercher un médicament et qu'est-ce que je vois écrit sur la porte? Si vous avez le Covid, un centre médical, je dis bien, hein, Oui. si vous avez le Covid, ne rentrez pas dans le centre médical. Oui. C'est quand même extraordinaire. C'était affiché, ça. Oui, d'accord. C'est affiché. J'habite dans une petite commune à côté de Narbonne, je ne vais pas citer le nom. Non, non. Je veux dire, voilà, parce que c'est des gens charmants. Mais c'est affiché ce matin. Ouais. À la porte d'entrée, si vous avez le Covid, ne rentrez pas, appelez votre médecin traitant et ne rentrez pas dans le centre médical. D'accord. J'ai eu le cas l'an dernier d'une fille qui est allée aux urgences à Narbonne de 25 ans qui a eu le Covid. Les urgences de Narbonne, je peux le dire, de l'hôpital de Narbonne l'ont mis dehors, comme si elle avait la peste. Ils l'ont testé dehors. Ils ont fait passer, parce que la maman a gueulé parce que la fille elle était en détresse respiratoire, donc ils ont fait passer une radio des poumons. Ils ont vu qu'elle avait des problèmes aux poumons. Elle est rentrée chez elle avec 2 Doliprane. Ouais. Voilà. Donc c'est un véritable, si vous voulez, scandale à tous les niveaux. Moi j'ai eu le Covid pour la 2e fois il y a quelques semaines de ça. J'ai pris de l'azithromycine que m'a donné mon cardiologue et j'ai été fatigué une semaine et au bout de 2 jours j'avais plus de symptômes. Voilà. Et j'avais eu une forme relativement grave avec le Delta. J'étais allé à Marseille et j'avais bien sûr eu le traitement de notre ami le professeur Raoult. 5 semaines après, j'étais champion de France d'athlétisme dans ma catégorie d'âge, bien sûr, et à 58 ans. Mais tous les gens qui étaient autour de moi avec le Delta avaient des problèmes respiratoires. Ouais. La seule personne, les 2 seules personnes qui n'ont pas eu de problème respiratoire, c'était mon ami et moi, parce que nous avions le traitement. Donc les coïncidences, je n'y crois pas trop, si vous voulez. Voilà. Donc, alors, merci de votre témoignage. Pierre Chaillot, alors sans prendre parti pour ce que vous dites en tout cas, c'est le fait qu'on ait empêché les médecins de traiter. Là, il a parlé de son cardiologue, notre ami auditeur. C'est vrai que ça pose problème, quoi. Il y a eu une espèce de doxa qui s'est abattue, même pas de doxa, de loi en disant vous allez faire ça, sinon fini la vie sociale, fini le reste, quoi. Oui, et puis sur la base d'un test dont je le rappelle, son inventeur dit que ce n'est pas un outil diagnostique, et vu l'utilisation des statistiques que j'en ai fait, en tout cas j'ai sorti les statistiques de l'adresse, non, en effet, pour moi ce n'est pas non plus un outil diagnostique, donc c'est sur la base de quoi qu'on se permet de ne pas soigner les gens comme d'habitude, de leur donner les traitements habituels. Il se trouve qu'actuellement, toujours, il y a des médecins, mais pas que, tous les personnels qui bossent dans les établissements de santé qui sont suspendus, donc depuis plus d'1 an maintenant, sans salaire, parce qu'on dit que ce ne sont pas des vrais médecins. Les personnes qui ne sont pas des vrais médecins, ce sont des gens qui refusent de soigner des malades. Voilà, ça, ce sont des gens qui ont rompu leur serment d'Hippocrate, de quelque manière que ce soit. Alors peut-être qu'ils croient que la personne en face d'eux, s'ils croient qu'un malade va les tuer, il faut absolument qu'ils changent de métier immédiatement. Voilà, ça c'est la parole que je voulais donner à ce sujet. Et vous pensez, donc vous êtes évidemment pour la réintégration de tous ces soignants
qui sont aujourd'hui encore, à l'heure où on parle, depuis le 15 septembre 2021, il faut se rappeler. Et surtout, en fait, Pierre Chailloux, on arrive à la fin de l'émission et encore une fois, je recommande vraiment votre livre parce que il est sourcé et il est très documenté. Ce qu'il faut faire, c'est quoi? De la pédagogie, dire aux gens, voilà ce qui se passe, voilà ce qui se passe. C'est une leçon de lucidité. Oui, et puis c'est le fait de lancer le débat. On a vécu pendant 2 ans où il y a eu une ostracisation complète de toutes les personnes qui ne voulaient pas penser ou pas dire ce qui était la parole officielle du gouvernement. Là, ma situation se calme aujourd'hui. Je pense que les gens n'ont plus peur, qu'ils peuvent être ouverts à autre chose. Et donc, il faut réouvrir le débat. La science, c'est le débat. Donc, on ressort les chiffres calmement, on les réanalyse et on regarde ce qui s'est réellement passé et on essaye d'en tirer des conclusions pour éviter de refaire les mêmes erreurs plus tard. Merci Pierre Chailloux. Merci à vous.